Bonjour à tous les trois. Alors, quel bilan d'étape pour la rénovation énergétique des bâtiments? Comment les politiques publiques ont-elles pris en compte les freins et les leviers identifiés dans les travaux de France Stratégie qui avaient été présentés l'année dernière, Hélène Garner, lors de cette même conférence des métiers et des compétences? Qu'est-ce qui a pu être fait depuis un an? C'est ce qu'on va voir ensemble avec peut-être une première question. On est un peu plus d'un an après cette deuxième conférence des métiers qui avait été intégralement consacrée à la rénovation énergétique des bâtiments. Est-ce qu'il y a eu des avancées sur les freins que vous aviez mis en évidence à l'époque? Bonjour à tous, merci. Alors effectivement, on a choisi de revenir cette année sur les constats qui avaient été établis l'an dernier lors de la deuxième conférence annuelle des métiers. On avait zoomé sur la rénovation des bâtiments et sur les enjeux emploi et compétences de la rénovation, qui est un secteur massif de la transition, qui sera le plus créateur d'emplois, et donc pour lequel ces questions d'anticipation des besoins en emploi et en formation est vraiment centrale. On s'est dit un an après, c'est intéressant quand même de voir sur les freins qu'on avait identifiés, ce qui a avancé ou ce qui reste encore un peu devant nous. Et les collègues qui seront là pourront évidemment détailler ça. Un des premiers freins qu'on avait identifiés, et ça a été souligné par Frédéric Jobert, c'était les difficultés ou l'insuffisant dialogue entre les administrations, entre les opérateurs, entre les acteurs publics et privés, alors que la transition écologique, elle nécessite un dialogue constant entre des acteurs qui vont être aux prises avec cette transition et ceux qui accompagnent ou forment les actifs ou les futurs actifs. Et ça, ce dialogue, il était compliqué de mettre autour de la table les administrations du travail, de l'emploi, de l'éducation nationale et du logement, de l'économie, de la transition écologique. Il faut ici souligner le travail du SGPE, qui a, notamment dans le cadre de l'élaboration de sa stratégie emploi-compétences, mis autour de la table un très grand nombre d'acteurs, de différentes administrations, des opérateurs, des acteurs publics et au niveau territorial, on l'a vu avec les COP, c'est aussi ce qui est décliné. C'est une méthode qui prend un peu plus de temps, évidemment, que de travailler en silo, mais c'est indispensable pour la réussite de la transition que de mettre au regard les objectifs qu'on affiche. Sur la rénovation des bâtiments, on a des objectifs en termes de rénovation des bâtiments et des logements et des bâtiments publics. Mettre au regard ces objectifs des besoins en emploi, c'est-à-dire concrètement, qu'est-ce que ça veut dire, de combien on aura besoin. Et là, on revient quand même sur des métiers, de combien de charpentiers, de combien de techniciens, de combien d'électriciens on aura besoin. C'est indispensable pour réussir la transition, tout simplement. Donc, il nous semblait que c'était vraiment ce dialogue, il était central, et le SGPE y a beaucoup contribué. Il y a d'autres initiatives qui seront notamment présentées cet après-midi, portées par l'ADEME et l'Alliance Ville-Emploi, notamment BUS 2, qui a élaboré des fiches actions qui permettent aussi au niveau territorial d'avoir ce dialogue constructif entre des mondes qui jusque-là ne se parlaient pas trop. Donc, BUS 2, un Build of Skills, Upskills, c'est le projet exactement. initié par la Commission européenne. Exactement. Et donc, ce sera présenté tout à l'heure dans la première table ronde de l'après-midi. Un autre frein identifié, je vais aller vite parce qu'on en a parlé, c'est qu'on manquait de vision territorialisée des formations disponibles. C'est-à-dire qu'on ne savait pas exactement dire combien de places en formation initiale et continue étaient disponibles dans un territoire. Alors qu'on sait que les besoins de la transition, ils sont territorialisés. La rénovation, on avait bien montré l'an dernier que les besoins de rénovation ne sont pas les mêmes dans toutes les régions françaises. Ça dépend de l'ancienneté du bâti, ça dépend du climat. Voilà, donc il y a un certain nombre de paramètres qui font que les besoins sont différenciés. Et pour autant, on ne savait pas dire exactement est-ce qu'on avait assez ou pas de places de formation disponibles. Donc là, il y a eu d'énormes avancées, et donc ça a été souligné par Charline Nicolas, et on en reparlera aussi cet après-midi avec Catherine Beauvois. Effectivement, le hub emploi-compétences, l'observatoire emploi-compétences qui s'appuie sur le ROM 4.0, va permettre d'avoir une vision infrarégionale des places disponibles par secteur et par filière. Donc ça, c'est une avancée importante. Troisième frein qu'on avait identifié, on l'a dit, la transition écologique, elle va impliquer un changement de beaucoup de métiers, pas seulement les métiers verts et verdissants, mais un changement dans les gestes de nombreux emplois. C'est ce qu'on appelle l'écologisation du travail, hein, qui évidemment concerne les secteurs de la planification écologique, mais bien au-delà.
Et pour autant, on a du mal à identifier à la fois les certifications, dans le cas de la rénovation énergétique des bâtiments, on avait du mal à identifier les certifications qui conduisaient à ces métiers, et du mal à identifier la part qui avait été révisée pour intégrer justement ces nouveaux gestes, ces nouvelles compétences de la transition écologique. Et donc, on avait essayé de dessiner l'an dernier un panorama un petit peu de ces certifications. Mais aujourd'hui, là encore, les choses ont avancé en une année, notamment France Compétences qui offre une nouvelle fonctionnalité qui permet de visualiser l'ensemble des certifications disponibles par mots-clés. Et donc, le travail qu'on avait fait à la main l'an dernier pour référencer les certifications, on l'a aujourd'hui grâce à cette fonctionnalité. Et on voit qu'on a 664 certifications quand on tape le mot-clé rénovation énergétique des bâtiments. Donc, la vision complète, on l'a plus rapidement. Dans le plan porté par Simon Hufto qui sera décrit, il y a des actions qui visent à avoir un état des lieux des révisions qui sont faites par certification. Voilà, de l'intégration de ces enjeux et de ces nouvelles compétences de la transition dans les titres professionnels notamment, et la révision du ROM 4.0, ça a été évoqué. La dernière avancée que je voudrais évoquer, on a parlé de l'AMI CMA, qui effectivement finance des formations dans les métiers d'avenir en lien avec les objectifs de France 2030. Donc là, on a une bonne articulation avec des objectifs économiques et les besoins en emploi et en formation afférents pour être sûr que on aura les compétences nécessaires pour atteindre nos objectifs à 2030. Et donc, il y a eu énormément de formations et de places ouvertes et financées dans ce cadre-là. Et il y a une plateforme qui va être mise en place notamment par Diagorient pour avoir une vision, pour interroger en 2025, notamment a priori d'ici un an, les formations qui ont été financées dans ce cadre-là, par secteur, par métier et par filière. Donc, ça permettra d'avoir une vision systémique de l'ensemble des formations qui ont été financées. Dernier frein qui avait été identifié, on en a parlé, c'est le manque d'attractivité des métiers de la rénovation, des filières, parce qu'il ne suffit pas d'ouvrir des places de formation, encore faut-il qu'elles soient pourvues, que les jeunes y restent, mais aussi des métiers et donc du maintien en emploi des métiers. On avait identifié plusieurs enjeux pour accroître cette attractivité. Il y a la diversification des viviers de recrutement, notamment la féminisation, les reconversions professionnelles. Donc ça, c'est un levier qu'on avait identifié l'an dernier et pour lequel on manquait un peu de données pour estimer la part des transitions. Et donc là, Pierre Leblanc de la DARES vous présentera un outil qui a été élaboré cette année qui permet justement d'avoir une vision plus fine des flux de transition entrant et sortant par métier. Donc ça permet de mieux cibler d'où viennent les gens, par exemple, dans le cas de la rénovation, où ils partent, et peut-être de les accompagner aussi dans la perspective de construire des trajectoires et des passerelles entre les métiers. Sur quoi est-ce qu'on a moins avancé? Sur quoi reste-t-il des marges de progrès importantes? Alors, il en reste pas mal, mais je pense que M. Hufto reviendra dessus aussi. Il y a peut-être un point sur lequel on n'a pas beaucoup avancé, c'est un point un peu technique, mais c'est la connaissance statistique des métiers. On avait constaté l'an dernier qu'on a des nomenclatures de métiers et on a du mal à distinguer, par exemple, pour la rénovation des bâtiments, quand on a un électricien ou un couvreur, la part de son temps qu'il consacre à de la construction neuve ou à de la rénovation énergétique du bâtiment. Et du coup, on a du mal à définir complètement, à anticiper précisément les besoins en emploi. On essaye de faire des clés de répartition, mais on n'a pas de nomenclature statistique encore assez fine qui nous permet de distinguer la part consacrée. Alors là, c'est pour le cas de la rénovation, mais pour tous les métiers qui sont à cheval ou en transition, la part qui est consacrée à la transition écologique. Une deuxième dimension sur laquelle on n'a pas encore complètement avancé, c'était sur la structuration de l'offre. Alors c'est un peu particulier à la rénovation des bâtiments et à ce secteur qui est extrêmement atomisé, mais on avait souligné l'an dernier combien la formation, évidemment, ça ne peut pas être l'unique réponse aux enjeux de la transition. C'est-à-dire qu'on anticipe des besoins en emploi, il faut évidemment former, mais il faut aussi que l'offre des entreprises soit structurée et que la demande des ménages, dans le cas de la rénovation, soit solvable. Donc il y a un continuum à avoir en tête, et la formation, évidemment, il faut qu'elle soit au rendez-vous si offre et demande sont bien alignées. Donc là, on avait souligné le rôle des dispositifs publics, des politiques publiques. Là, il y a des marges de progrès encore à faire en termes de qualité, d'efficacité, de lutte contre la fraude. Mais sur les enjeux emploi et compétences,
On a aujourd'hui, grâce aussi à un travail de la DARES qui va être présenté, une vision un peu plus fine des besoins exprimés dans les offres d'emploi des entreprises en matière de compétences vertes. Donc on voit un petit peu mieux comment les entreprises se préparent, et ça aussi, je pense qu'avec France Travail, ce sera un outil utile. Et donc ça permet d'affiner cette vision. Le dernier point, on l'a dit, on a besoin d'anticiper, d'avoir une vision partagée et des plans d'action structurés. Et là, le SGPE a fait un énorme travail, et donc la moitié des secteurs de la planification ont des plans d'action définis en matière d'emploi et de compétences. Bon, encore faut-il qu'il y ait des moyens, des modalités de suivi et qu'on s'assure qu'effectivement les conditions de réussite soient réunies. Mais on a près de la moitié des secteurs, des emplois qui sont couverts par un plan, mais du coup, l'autre moitié ne l'est pas. Donc, on est un peu à la moitié du chemin, c'est-à-dire qu'il y a encore un grand nombre de secteurs massivement impactés par la transition qui ne sont pas couverts par un plan d'action. Dans le cas de la rénovation, on l'a avec M. Hufetot, on a un plan de rénovation. Ça ne résout pas toutes les difficultés, mais quand même, ça permet de structurer la réponse. Et puis, le rôle des EDEC, ça a été souligné par la ministre tout à l'heure, et des partenaires sociaux dans l'anticipation de ces besoins, l'accompagnement des actifs et des entreprises pour avoir une vision partagée et stable, pour que les entreprises s'engagent et que les jeunes et que les actifs s'engagent dans ces métiers et dans ces filières. Il faut avoir de la visibilité, sinon il y a trop d'incertitudes et c'est un frein au changement. Oui, EDEC, engagement de développement des emplois et des compétences, voilà, à la maille des branches, de l'interbranche, voire parfois de l'interopco sur le nucléaire notamment, et qui comporte à la fois la phase diagnostique prospective et parfois des plans d'action avec des outils. Dans certains secteurs, on a vu aussi émerger des outils dans le cadre des EDEC financés par l'État. Alors, on va faire un focus sur les deux outils que vous avez évoqués, Hélène, développés par la DARES, un outil d'analyse de la demande des compétences vertes dans les offres d'emploi relatives au BTP et un outil de mesure des transitions professionnelles entre métiers en focusant plus particulièrement sur le BTP. Tout d'abord, avant de nous présenter ces deux outils, Pierre Leblanc, qu'est-ce qui a motivé ces deux travaux ? Bonjour à tous, merci de m'accueillir ici. Les motivations d'élaboration de ces deux outils, c'est vraiment d'essayer de combler certains angles morts qui nous semblent exister aujourd'hui quand on essaye d'appréhender les mutations associées à la transition écologique. Alors là, on parle de la rénovation énergétique des bâtiments, mais voilà, ces outils ils sont valables plus largement pour l'ensemble de l'économie. Alors, oui, donc, il me semble que c'est ce que vous avez rappelé, Hélène, ce matin. Moi, j'avais regardé aussi la conférence de l'année dernière, et voilà, il y avait vraiment certains besoins qui semblaient nécessaires de combler. Donc, ça porte notamment sur l'appréhension des compétences au sein des métiers, l'évolution des compétences au sein des métiers, parce que la maille métier n'est pas forcément assez fine. Et également, donc on en a reparlé, l'identification des viviers d'emploi. C'est aussi des demandes qui nous sont relayées par les opérateurs qu'on rencontre, opérateurs de branche, opérateurs de formation. Et donc un point commun de ces deux outils, alors qui me semble très fort, c'est qu'ils seront mis à disposition des utilisateurs, configurables par eux ou alors adaptables à travers des requêtes qu'ils pourront utiliser pour répondre à leurs propres besoins. Alors le premier outil, Pierre Leblanc, c'est l'outil qui permet de mesurer la prégnance des compétences liées à la transition écologique dans les offres d'emploi, et avec là-dessus quand même de vraies difficultés méthodologiques. Oui, c'est vrai. Alors à la fois des difficultés conceptuelles et des difficultés statistiques. Alors au niveau conceptuel, on le sait, on peut regarder par exemple au niveau statistique comment évoluent les métiers verts, mais on va vraiment avoir une vision trop partielle des choses, puisque si on prend un exemple simple, le métier de plombier, si on est plombier, on peut aller poser des pompes à chaleur, par exemple. Donc à ce moment-là, a priori, cette tâche, elle se rapproche de la transition écologique, de la rénovation énergétique des bâtiments. Alors, pour résoudre ce problème, on pourrait éventuellement élargir la focale aux métiers verdissants, mais à ce moment-là, notre focale, elle va être trop large, parce que, si je reprends mon exemple,
tous les plombiers ne vont pas forcément travailler en relation avec la transition écologique. Alors pourquoi ce problème? Je pense qu'il a été évoqué aussi tout à l'heure. C'est parce que là, on est à un niveau de granularité trop grossière pour analyser correctement les choses. Et donc nous, à travers l'outil que je vais présenter, on essaye donc de descendre à un niveau inférieur au niveau compétences. Alors, à l'aide d'une source de données innovante, donc la mise en base d'offres d'emploi depuis plusieurs années. Donc, chaque jour, en fait, la DARES, par web scrapping, va chercher des offres d'emploi sur différents offreurs sur Internet. Les stocks en base, fait un certain nombre de traitements statistiques pour pouvoir les utiliser, notamment des duplications, classification quand même pour accorder chaque offre un code métier. Et ensuite, on se retrouve avec une source très riche, puisque on va notamment avoir toute la description textuelle de l'offre, donc beaucoup d'informations, mais une source qui n'est pas facile non plus à utiliser. Là, on est sur des données textuelles qu'on appelle non structurées, donc il va falloir traiter à partir d'algorithmes adaptés. Alors, ce qu'on a choisi, nous, dans cette première approche, c'est d'utiliser une méthodologie plutôt simple, donc avec des matchings de mots-clés. Donc, on va définir pour les métiers qui nous intéressent certaines compétences cibles et on va essayer d'aller les identifier dans nos offres de métiers. Alors, comme je vous l'ai dit, un point fort de cet outil, c'est qu'il est accessible. Donc, notre base, alors qu'on appelle JOCAS pour Job Offers Collecting and Analysis System, elle est disponible sur une plateforme, sur le Data Lab de l'INSEE, qu'on appelle le CSP Cloud. Elle est déjà disponible aux chercheurs et aux étudiants. Et voilà, en cas, si vous avez besoin d'un accès, vous pouvez faire une demande à la DARES pour travailler dessus. Vous avez, Pierre Leblanc, travaillé sur une sélection de 6 métiers verdissants dans le bâtiment, en essayant de regarder à chaque fois la présence d'au moins une compétence spécifique liée à la transition écologique dans les offres d'emploi relatives à ces métiers. Oui, c'est ça. Alors, là, notre approche ici, elle ne se veut pas exhaustive, mais plutôt illustrative. Donc, vous voyez, on a sélectionné quelques métiers, et à chaque métier, donc, alors, la liste, donc mécanicien automobile, couvreur, façadier, chauffagiste, avocat, architecte, et pour chaque métier, on a essayé d'identifier une compétence en rapport avec la rénovation énergétique des bâtiments ou la transition écologique qui nous semblait intéressante. Donc, par exemple, si on regarde le métier de couvreur, on va chercher la compétence installation de panneaux solaires. Alors, comment on fait concrètement? Donc, on va associer à cette compétence un champ sémantique qu'on espère le plus précis possible pour aller identifier dans chaque compétence, à l'aide d'une méthode de matching, comme je vous disais tout à l'heure, les offres d'emploi qui sont concernées par cette compétence. Donc, par exemple, si je reprends l'exemple, deux exemples, des panneaux solaires, on va avoir ce champ sémantique élargi, donc avec panneaux photovoltaïques, modules solaires, modules photovoltaïques, cellules solaires, etc. Voilà, une liste qu'on essaye d'être le plus exhaustif possible pour représenter cette compétence. Donc, ça veut dire aussi que vous, si vous allez utiliser cet outil, vous serez en mesure de l'adapter à vos propres besoins, par exemple si vous travaillez sur la transition numérique. Alors, donc, on rentre un petit peu dans le concret. Donc, sur ces 6 couples métiers compétences que j'ai évoqués à l'instant, donc qu'est-ce qui se passe depuis 2019? Là, assez clairement, on est sur des tendances à la hausse, donc de recours, de mention de ces compétences dans les offres d'emploi. Alors la hausse, elle est notamment, elle est partout, mais elle est notable en particulier sur les façadiers, donc avec la compétence isolation énergétique, les couvreurs avec les panneaux solaires et les chauffagistes avec les pompes à chaleur. Alors un point qui est intéressant aussi, c'est qu'on ne part pas toujours du même niveau. En 2019, il y avait visiblement des métiers qui étaient beaucoup plus avancés sur certaines compétences écologiques. Donc là, si on regarde le métier de façadier, vous voyez qu'en 2019, on part déjà d'un niveau autour de 40% de mention de cette compétence relative à l'isolation énergétique des bâtiments. Et on continue de monter, il n'empêche, depuis 2019, pour atteindre un niveau assez élevé, autour de 55% en moyenne sur l'année 2023.
Sur un certain nombre de ces métiers, d'ailleurs, on a quasi un doublement. Bon, après, ça dépend d'où on part. Le niveau de 2019 était peut-être effectivement pour certains métiers bas, alors que pour d'autres, vous l'avez dit, le mouvement était déjà entamé. Oui, c'est ça, effectivement. Et bon, encore une fois, hein, ça dépend aussi de notre capacité, avec notre liste de mots-clés, à analyser précisément les choses. Et ça fonctionnera d'autant mieux que notre compétence, on peut l'associer à une liste de mots-clés discriminants, hein, ce qui n'est pas forcément le cas pour toutes les compétences. Vous avez aussi analysé, Pierre Leblanc, les écarts territoriaux. Alors effectivement, ça je crois que c'est vraiment un point très important, hein, qu'on retrouve dans toutes les présentations de ce matin, mais aussi de l'année dernière. Et là, une autre force de cette source, c'est qu'elle permet de descendre à des niveaux fins, au niveau local fin. Alors ici, j'ai représenté une carte au niveau départemental. Donc vous voyez sur cette carte la part des offres qui mentionnent l'isolation thermique dans les offres d'emploi de façadier. Alors pour que ce soit plus robuste, ici on a fait une moyenne sur 2019-2023. Et ce qu'on voit tout de suite, c'est que on a une forte hétérogénéité. Voilà. Mais cette forte hétérogénéité, pour nous justement, elle est aussi, elle fait sens avec cet outil. Hein, elle renforce son intérêt parce que si vous êtes par exemple opérateur de formation, vous pouvez vous interroger vraiment dans votre zone d'influence locale. Est-ce que j'ai des offres qui portent sur là, par exemple, sur la compétence isolation thermique dans le métier de façadier. Alors, on pourrait aussi retracer des dynamiques temporelles, mais voilà, ici, on s'est concentré vraiment sur l'hétérogénéité territoriale. Avec des éléments un peu surprenants visuellement, par exemple dans le Grand Est ou dans les Hauts-de-France, là, on voit qu'il y a certains départements qui sont limitrophes où on passe de 20 à 70%. Oui, tout à fait. Alors là, on n'a pas je ne pourrais pas vous donner les explications. Mais voilà, pour moi, c'est ça qui renforce l'intérêt de cet outil. Hein. C'est que vraiment, on va pouvoir identifier au niveau local ce qui se passe vraiment autour de nous, plutôt que de regarder un niveau national qui n'est pas tractable pour les opérateurs. Oui, ça peut être lié aussi à la dynamique des acteurs. Peut-être que des analyses pourront être faites ultérieurement. Alors, deuxième outil, c'est l'analyse des transitions professionnelles pour les salariés du BTP. Qu'est-ce qui est mesuré dans ce nouvel outil? Selon quelle méthodologie? Alors là, on change complètement d'objet. Donc, on travaille sur les transitions professionnelles. Alors, une transition, c'est quoi? C'est l'idée de regarder, de comparer en fait la situation professionnelle d'un salarié à une date donnée par rapport à la date d'avant ou la date d'après. Alors, qu'est-ce qu'il peut faire ce salarié? Il peut rester dans son métier, il peut aussi prendre un métier différent, il peut devenir demandeur d'emploi, inactif ou encore partir en retraite. Voilà, donc c'est tout ça qu'on va essayer de représenter à travers notre outil, ce qui va être mis à disposition de tout le monde sous la forme d'une data visualisation sur le site de la DARES, avec plein de filtres qui permettra de faire des interrogations ad hoc. Et un point fort de cette data visualisation, c'est qu'en fait, elle va vous permettre d'accéder à une source qui est quand même relativement complexe, mais très riche, mais complexe, qui est la DSN, et qui est de toute façon à accès restreint, mais d'accéder à ce qu'elle peut nous donner comme information donc sur l'analyse des métiers et des transitions professionnelles. Vous pourrez également faire des téléchargements de données pour faire chez vous des études sur mesure. Alors ça, c'est vraiment une première brique. Hein. Nous, on se projette déjà plus loin. Donc vous voyez, on regarde ici les transitions professionnelles entre deux dates rapprochées, donc à 1 an de distance entre janvier 2022 et janvier 2023. Mais on a déjà comme objectif éventuellement de pouvoir proposer d'autres périodes d'intérêt, parce que notamment pour certaines transitions professionnelles, il faut éventuellement se former plus d'1 an. Et donc avec notre outil actuel, on ne pourra pas les repérer. Et puis, il y a quelque chose qui nous tient aussi très fortement à cœur, c'est le lien emploi-formation, avec une question, par exemple, si vous sortez d'un CAP menuisier, est-ce que vous allez vraiment travailler dans la menuiserie ou pas? Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on souhaite pouvoir répondre à terme, mais donc on n'y est pas encore. Donc c'est vraiment une optique GPEC de la Nation. Alors, donc on rentre dans le vif du sujet.
Oui, ça fonctionne bien. Alors là, j'ai pris un exemple. Donc, on est sur le métier de couvreur. Donc, on retrouve voilà, un des métiers de tout à l'heure. Et vous voyez, on se place en janvier 2022. On regarde tous les gens qui sont salariés couvreurs en janvier 2022. Et on va s'interroger sur qu'est-ce qu'ils font un an plus tard. Alors, vous voyez, vous avez un certain nombre de filtres qu'on peut sélectionner. Donc là, je me suis placé sur une catégorie d'âge jeune, les 15-29 ans, sur la région Centre-Val de Loire. Mais bon, tout ça est adaptable. Et alors, qu'est-ce qu'on remarque? Déjà qu'une partie importante des gens qui étaient couvreurs en janvier 2022, ils restent couvreurs en janvier 2023. Donc ça, c'est plutôt bon signe pour le métier. Ce n'est pas le cas de tous les métiers. Là, on est autour de 80%, proche en fait de ce qu'on trouve quand on regarde sur la moyenne sur l'ensemble de l'économie. D'autres métiers comme cuisinier, on est sur des taux de persistance beaucoup plus faibles. Mais vous pourrez aussi regarder entre régions pour vous comparer à côté de vous, est-ce qu'il y a des taux plus faibles. Alors, donc, il y a un certain nombre de personnes qui restent couvreurs, et puis il y en a d'autres qui vont changer de métier. Alors, j'y reviens sur le slide juste après. Et enfin, il y a encore d'autres situations professionnelles. Alors, on peut, par exemple, passer demandeur d'emploi. On rejoint une des thématiques évoquées ce matin. Et enfin, il y a un certain nombre de situations qu'on a du mal aujourd'hui à tracer. Donc, ça aussi sera dans nos objectifs. Donc, par exemple, si je passe non salarié, aujourd'hui, on ne sait pas vous détecter. Alors justement, sur les changements de métier, là, vous voyez, si on fait donc on se focalise sur les gens qui ont changé de métier, depuis le métier de couvreur, on passe, pour ceux qui ont changé de métier, essentiellement ouvriers non qualifiés du gros œuvre du bâtiment. Alors là, je ne chercherai pas à interpréter le résultat ce matin. Mais par contre, un point important que vous avez ici, c'est que vous voyez sur ces changements de métier, quand même, on reste globalement dans le secteur du bâtiment. Si, à l'inverse, vous avez un métier, vous avez beaucoup de sorties du secteur, voilà, on peut vraiment s'interroger sur l'attractivité du secteur et du métier. Alors là, on renverse cette fois-ci la façon de voir les choses. Au lieu de regarder ce que les gens deviennent, je vais regarder d'où viennent les gens. Donc, je me place en janvier 2023. Je regarde toujours les salariés qui sont couvreurs et je regarde d'où ils viennent un an avant. Et alors là, pour rappel, je suis toujours sur les jeunes, 15-29 ans, enfin toujours sur la même sélection de filtres. Et donc là, on voit que 70% exerçaient déjà le métier de couvreur. Et maintenant, imaginez, je cherche, moi je veux renforcer le nombre de couvreurs, enfin, j'ai besoin d'attirer des gens, vers quel vivier d'emploi je peux me tourner. Et à travers ce genre de diagramme, on voit que notamment, il y a pas mal d'arrivées depuis le métier là, qui est dénommé ouvrier non qualifié du gros œuvre du bâtiment. Donc, si je veux former des gens à aller chercher des viviers d'emploi, je peux aller voir ce vivier. Je peux évidemment aller voir les demandeurs d'emploi, là, qui représentent 4% d'entrée des couvreurs. Et puis, puisque je suis sur des jeunes, j'ai un certain nombre de personnes qui sortent de formation initiale ou alors de l'apprentissage. C'est ce que vous voyez un petit peu plus bas. Et bon, oui, non, ici, j'insiste pas, pardon, c'est le même genre de diagramme que tout à l'heure, en se focalisant sur le métier. Par contre, donc, dernier point sur une approche territoriale, donc avec une carte qui représente ici la capacité du métier de couvreur à retenir les salariés au niveau régional. Et vous voyez que vous avez une forte hétérogénéité entre régions. Donc, voilà, si vous êtes opérateur dans une région, là, de nouveau, la question, ça peut être de comprendre qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'il y a des problèmes d'attractivité, de pénibilité, j'en sais rien de mon métier? Est-ce que j'ai des façons d'y remédier? Voilà, donc si on revient sur la carte, vous voyez que globalement, sur la partie nord, nord-ouest, vous avez quand même plutôt une forte persistance dans le métier, alors que sur la partie sud-sud-est, on est sur des taux de persistance plus faibles, autour de 60%. Voilà, merci beaucoup. Merci Pierre Leblanc. Deux questions via l'application pour les participants connectés.
Le premier demande quand ces outils seront-ils disponibles? Alors, donc là, on y travaille fortement. Alors déjà, le premier outil, il est déjà disponible, hein. C'est-à-dire qu'il est en open data sur le SSP Cloud de l'INSEE, qui est une plateforme qui permet d'avoir des capacités de calcul importantes, puisque là, on parle de bases de données quand même vraiment assez massives, et donc il faut avoir les outils suffisamment performants pour y accéder. Donc les chercheurs, les étudiants, les opérateurs du service public y ont déjà accès, et si vous avez besoin d'y accéder, ben, vous pouvez contacter la DARES. Alors, ce qu'on cherche à faire ensuite, mais qu'on n'a pas encore totalement finalisé, et de toute façon, c'est un outil en constante évolution, c'est à donner vraiment les éléments de base pour que les gens puissent requêter facilement sans forcément devoir être expert en Python pour requêter. Encore 2 petites questions, réponses courtes, hein, pour respecter le timing. Pour le premier outil, est-ce le nombre d'organismes de formation ou le nombre de formations qui est représenté sur la carte de la répartition? Je pense que là, il y a une précision qui s'impose, hein, sur le premier outil, le web scrapping des compétences vertes dans les offres d'emploi. Oui, pardon, j'ai pas bien compris. Sur la carte, hein, on parle, c'est ça? Oui, on vous demandait, est-ce le nombre d'organismes de formation ou le nombre de formations? Non, là c'est pas du tout ça. On parle de la part. Enfin, donc, vous vous rappelez, hein, on recense toutes les offres de formation qu'on trouve sur les sites en ligne, quoi. Et là, on regarde vraiment la part d'offres sur le métier couvreur qui mentionne l'isolation thermique parmi les offres de façadier. Donc, plus c'est rouge, plus vous avez une part forte dans votre département d'offres qui mentionne l'isolation thermique comme une compétence importante du métier. Voilà. Et enfin, désolé si j'ai pas été clair. Dernière question que je vous pose, j'ai vu pas mal de participants qui photographiaient l'écran. Est-ce que vous êtes d'accord, Pierre Leblanc, pour que France Stratégie puisse, à l'issue de cette conférence, envoyer les planches que vous nous avez présentées aux participants? Bien entendu, bien entendu. Et encore une fois, hein, nous on espère que on fait en sorte que ces outils soient rapidement disponibles pour tous. Oui, donc ça sera mis sur le site, hein, me dit France Stratégie, ça sera mis sur le site avec le replay de l'événement. Alors Simon Yvetot, on a vu un certain nombre de choses, on a avancé un peu sur les outils, on va voir avec vous quelles sont les avancées sur ce plan de rénovation énergétique des bâtiments. Il y a des données prospectives des diagnostics qui ont été établis par France Stratégie, qui étaient présentés l'année dernière, on en a rappelé quelques éléments. Comment est-ce que vous utilisez dans votre exercice quotidien de suivi du plan de rénovation ces éléments-là? Quelle articulation avec les travaux de BUS 2 qui ont été cités également tout à l'heure? Bonjour à tous. Merci tout d'abord de m'accueillir dans cette table ronde. Alors, je souhaitais tout d'abord mentionner que les travaux de France Stratégie et de BUS 2 ont des méthodes qui sont très différentes et pour autant des résultats très convergents. Donc ça, c'est quelque chose qui pour nous est un signal intéressant. Ça veut dire qu'on est sur des constats partagés, robustes et qui sont donc utilisables, exploitables. Je compléterai en disant que dans les deux cas, il y a également un certain nombre de recommandations qui sont faites. Et ces recommandations, pour une large partie, on peut les utiliser telles quelles. Mais je vais y revenir dans un instant. Pour répondre à votre question, je dois tout d'abord donner quelques éléments pour essayer de présenter l'articulation de ce que nous faisons avec ce que fait le SGPE. Pour le dire de manière très simple, concernant la thématique emploi-compétences, donc le SGPE a bien développé des travaux, on va dire, toute thématique transition énergétique, puis a développé des plans sectoriels. Et en pratique, en fait, le plan sectoriel du bâtiment, il est coordonné par mon équipe. Et alors, je dis bien coordonné, puisqu'en pratique, il est exécuté, il est suivi par toutes les directions générales, toutes les administrations, tous les opérateurs qui contribuent à ce plan. Dans cet exercice, nous ne sommes que les animateurs, comme l'a dit le SGPE tout à l'heure. Je reviens donc un instant sur les plans, ce que l'on peut en faire, comment on les utilise. L'un des premiers enjeux de ces plans, c'est qu'ils ne sont pas nécessairement autoréalisateurs. Et donc, on a une nécessité, bien entendu, de prendre les informations qui y figurent, de prendre les actions, mais aussi parfois de les challenger, parfois de faire des zooms thématiques, parfois de s'interroger sur tel ou tel axe ou tel et tel constat. Et notamment, ça a été évoqué tout à l'heure avec une question impertinente, mais pour autant que nous, on garde en tête, qui est les hypothèses de travail qui sont prises sont des hypothèses qui sont en lien, par exemple, avec la stratégie nationale bas carbone, donc qui présentent des trajectoires 2030, 2050.
On doit aussi, de notre côté, comme on a vocation à déployer des actions très opérationnelles, on doit aussi avoir vocation à regarder ce qui se passe concrètement à l'année N. Donc, je vais vous donner un exemple. Il y a une étude qui a été conduite spécifiquement concernant les tendances en besoin de plombiers chauffagistes sur les pompes à chaleur et qui partait effectivement, donc je pense que l'étude a dû être lancée il y a à peu près 18 mois, et qui partait effectivement d'un constat de forte hausse du demande de pompes à chaleur sur les années à venir jusqu'en 2030. Force est de constater que sur l'année 2023 et l'année 2024, en pratique, c'est une baisse qu'on a constatée. Donc là, on a typiquement un exemple concret dans lequel, quand nous, on est sur un aspect très opérationnel, il faut aussi qu'on soit capable de réagir entre le moment où les études ont été commandées avec des hypothèses qui sont des hypothèses de long terme qui restent valides, mais pour autant, des résultats qui temporairement peuvent être pas forcément dans la tendance qui était indiquée. Donc ça fait partie des challenges qu'on doit aussi embarquer dans nos travaux. Oui, sur les pompes à chaleur, c'est un diagnostic AFPA, et puis parfois la trajectoire réelle, elle peut aussi s'éloigner des trajectoires à horizon 2030, ce qui implique d'actualiser les scénarios. En un an, si vous deviez mettre en avant 2-3 éléments un peu saillants qui ont avancé, qu'est-ce que vous mentionneriez? Alors, premièrement, le système d'aide lui-même. Je veux quand même souligner le fait que le système d'aide que nous avons aujourd'hui depuis l'année 2024 met en avant, concernant la rénovation énergétique des bâtiments, un parcours de rénovation d'ampleur avec un dispositif d'accompagnement et un parcours de rénovation par geste qui reste ouvert, en particulier depuis les modifications qui ont été faites depuis le 15 mai. Et donc, on a une politique publique qui génère une demande structurellement différente de celle que nous avions auparavant. Donc, c'est un élément de contexte, évidemment, pour la thématique emploi-compétences, mais c'est un élément de contexte qui est essentiel. Ensuite, plus particulièrement concernant le thème emploi-compétences, effectivement, je pense qu'il faut souligner qu'on s'est organisé en interne au sein de l'État pour constituer le plan sectoriel du SGPE. Donc, on a identifié collectivement avec les directions générales compétentes une trentaine d'actions, je ne rentre pas dans le détail, mais une trentaine d'actions qui sont assez techniques, qui sont des actions, on peut presque caractériser ça comme étant de la plomberie de la politique publique d'emploi compétences et de transition écologique. Donc elles ne sont pas forcément des actions qui sont nécessairement très médiatiques. Certaines d'entre elles ont déjà d'ailleurs été évoquées. Mais ça nous a permis effectivement de créer un plan de structuration de filière qui permet vraiment de traiter des thématiques qui ont été évoquées juste avant, hein, donc de structuration d'un secteur d'activité qui a la particularité d'être très fragmenté. Donc ça, c'est vraiment pour essayer d'adresser la question de la transformation de la demande et donc faire en sorte qu'on puisse avoir une offre qui corresponde à cette demande des ménages. Et d'autre part, un plan qui lui est vraiment focalisé sur la décarbonation, qui est le plan 1 million de PAC, qui a vraiment pour vocation d'accompagner la politique publique de rénovation par geste, en particulier concernant les changements de vecteurs de chauffage. Qu'est-ce qui a moins avancé, peu avancé, voire pas avancé? La transition écologique et le domaine emploi-compétences, ça reste des sujets compliqués. Donc quand on croise deux sujets compliqués ensemble, nécessairement, on peut avoir un peu d'inertie. Donc je vais donner peut-être quelques idées. Par exemple, c'est des points très techniques à nouveau, hein, mais on a parlé par exemple tout à l'heure du déploiement des compétences dans les formations initiales. Ça, c'est quelque chose qui est essentiel. Donc on a pour ça un référentiel dans la rénovation énergétique qui est le référentiel RGE, qui est finalement ce que nous demandons aux entreprises de connaître pour être labellisées RGE. C'est un bon référentiel de base. Transférer ce référentiel au sein des formations initiales, c'est quelque chose qui prend nécessairement du temps. Donc, c'est pas forcément que ça n'a pas avancé. En fait, ça a avancé. C'est un chantier qui prend du temps. Et donc, comme tout chantier qui prend du temps, il faut effectivement aller à son terme. Et donc, ça prend le temps de ce chantier. Peut-être autre chose que j'ai déjà évoqué à l'instant. On a vu, dans ce que j'évoquais sur la dynamique en rénovation par geste, on a vu par exemple que ce que j'évoquais sur les baisses dynamiques en matière de pompe à chaleur, évidemment ça a aussi des conséquences sur la dynamique d'ensemble de tous nos travaux en matière d'emploi compétences. Donc ça, ce sont des éléments de contexte qui sont également à prendre en compte.
quelques exemples peut-être d'actions qui ont été menées. On évoquait tout à l'heure, Hélène Garner, justement, ce qui avait été fait au niveau du répertoire national des certifications professionnelles, des actions sur les libellés en termes de rénovation qui ont pu être menées. Alors, les libellés, c'est une des actions qui a été menée par les parties prenantes de notre plan. Moi, j'en ai listé ici quelques autres. Une campagne de communication sur l'attractivité de la filière qui va être relancée prochainement par l'ADEME cette semaine, normalement. Une instruction qui est en cours de préparation à destination des services déconcentrés de l'État, donc par la DGEFP. Des divers outils techniques, des guides notamment, en cours de rédaction à destination des accompagnateurs Rénov' ou à destination des pros. On a parlé de l'actualisation des diplômes de l'éducation nationale. On a prolongé le programme Oscar, le programme Facile à Réno 2, qui sont des programmes qui permettent effectivement de travailler à la structuration de la filière ou au développement des compétences. Donc il y a quand même un certain nombre de choses. Donc je vois le verre quand même largement plus qu'à moitié plein. Et je reprends l'exemple des pompes à chaleur. Lors de notre échange préparatoire, vous m'aviez cité l'intitulé qui figurait au RNCP jusque-là, c'était maintenance des systèmes frigorifiques apportant le froid, etc. etc. Enfin bon, j'ai pas tout retenu, mais en tout cas pour la visibilité des demandeurs d'emploi, des salariés, dans le cadre du CPF, des parcours de formation longs, etc., ça n'est pas évident quand on a ce type d'intitulé. C'est un sujet sur lequel je pense qu'on a encore des marges de progrès. Donc effectivement, si vous êtes curieux, le moteur du RNCP a été refait récemment et très intéressant, parce que quand on fait une recherche par mots-clés, on voit apparaître des libellés de formation dont on ne pouvait pas soupçonner l'existence. Et effectivement, ça pose un enjeu. Alors, je ne sais pas si c'est directement vers les personnes qui cherchent un emploi, parce que je ne pense pas que monsieur et madame tout le monde aillent spontanément sur le site de France Compétences. Je ne pense pas. Pour autant, comme il peut y avoir des conséquences ensuite vis-à-vis des prescripteurs de l'emploi, voilà, si ces libellés, d'une certaine manière, sont copiés-collés, j'imagine que ce n'est pas nécessairement le cas, mais en tout cas, il y a un enjeu à faire en sorte, il y a un enjeu de pédagogie, effectivement, dans le vocabulaire qu'on doit collectivement travailler, je pense. On a parlé tout à l'heure de territorialisation de la démarche de planification écologique. Quelques exemples peut-être de déclinaison territoriale, justement, sur cette rénovation énergétique des bâtiments, quelques exemples d'actions locales ou régionales qui portent leurs fruits. Le premier commentaire que je souhaite faire, c'est que je suis loin de tout connaître. Il y a énormément d'initiatives locales. Il y a une grande famille d'initiatives locales que je souhaiterais souligner, c'est ce qu'on appelle entre nous la MOB des pros, donc la mobilisation des professionnels. Donc derrière ce petit vocable de MOB des pros, en fait, se cache quelque chose d'élémentaire mais essentiel, qui est de faire en sorte que les gens sur le terrain se connaissent. Et faire en sorte qu'un espace Conseil France Rénov' qui accueille les ménages soit en relation avec la fédération de la CAPEB ou la fédération de la FFB du département en question, connaissent les interlocuteurs de la chambre de commerce ou qui connaissent effectivement les interlocuteurs, tout simplement les entreprises du bassin. Ça, c'est un élément qui est assez simple. Et il y a beaucoup d'initiatives locales qui permettent effectivement d'assurer cette connaissance des acteurs entre eux, que ce soit ensuite des forums, de présentation des entreprises, des associations des ménages, cartographie, etc. Alors après, si j'entre un peu plus dans le détail, je peux souligner ensuite quelques initiatives. J'ai en tête, par exemple, l'ALEC Aix-Marseille, qui a mis en place un outil numérique qui s'appelle l'Outre, qui permet tout un tas de choses, mais qui notamment offre un annuaire des pros qui est plus détaillé que l'annuaire de base RGE. C'est la métropole. Hein. Donc c'est la métropole, avec Aix-Marseille, avec Aix, qui développe également des fiches conseils. Donc là, on est clairement sur des sujets, on n'est presque pas tant sur des thématiques pures d'emploi-compétences que sur des thématiques de structuration. Mais évidemment, c'est essentiel, comme ça a été dit, dans l'étude d'ailleurs l'an dernier de France Stratégie. Il y a une deuxième initiative qui là est beaucoup plus centrée emploi-compétences, mais qui est assez classique également. Il y a quelques semaines, j'ai eu la chance de visiter le parc naturel régional du Gâtinais français, donc c'est à quelques dizaines de kilomètres d'ici, hein, c'est tout près. Et donc eux, ils ont organisé des formations d'artisans aux gestes de rénovation sur l'emploi de matériaux biosourcés, puisqu'ils ont une production locale de chanvre, et donc ils ont organisé des formations sur
le béton de chanvre banché pour la réalisation d'isolation thermique par l'extérieur. Donc on est sur là, on est sur quelque chose qui est effectivement fondamentalement local et qui peut être porté là aussi par des acteurs des territoires. Merci. Alors on peut prendre une ou deux interventions s'il y a des contributions dans la salle ou des questions par rapport à tout ce qui vient d'être présenté. N'hésitez pas, il y a une main qui se lève au fond. Bonjour. J'aurais voulu savoir sur la matrice que Simon Hutto a présentée, s'il y avait une corrélation avec des matrices identiques au niveau européen, et notamment pour les métiers en tension. Ça s'adressait à Simon Hutto ou à Pierre Leblanc? Bon, deux. D'accord. Vous parlez de quelle matrice? La matrice qui a été présentée, c'est-à-dire l'outil qui a été présenté. Oui, donc c'est plutôt Pierre Leblanc, oui, c'est ça. Est-ce que, voilà, connexion européenne ou pas? Je n'ai pas bien entendu, en fait. Je suis désolé, la question, si vous pouvez répéter. Est-ce que dans l'outil que vous avez présenté, il y a une corrélation, je vais prendre un anglicisme, un benchmark avec les outils similaires en Europe? Alors, sur quel outil? Sur Sur les métiers en tension, sur les D'accord. graphiques que vous avez donnés, et quels que soient les slides que vous avez présentés, votre matrice outil, ce que j'appelle. Voilà. Ouais. Est-ce qu'il y a des équivalences, en fait? Est-ce qu'il y a d'autres pays européens qui travaillent sur des correspondances, enfin des intégrations de compétences vertes liées à la transition écologique dans les offres d'emploi? Ou, deuxième sujet, sur les transitions professionnelles, point de départ, point d'arrivée? Oui, là, effectivement, je suis désolé, je pourrais pas vous répondre, mais c'est effectivement une question intéressante. Ouais. Prochaine conférence des métiers et des compétences. Autre question, encore, voilà, une intervention sur le devant, puis ensuite on passera à la table ronde suivante. Vous aurez l'occasion de, pour ceux qui ont encore des questions sous le coude, de les poser lors de la troisième séquence. Bonjour, David Morales, je suis vice-président de la CAPEB. On a parlé de rénovation énergétique du bâtiment. Je voulais vous informer d'une chose, ce que j'ai fait moi dans mon entreprise, je suis RGE, et quand j'ai fait ma qualification pour Calibat, on m'a demandé combien je passais de temps à faire de la rénovation énergétique. J'étais sur ma comptabilité, je regardais combien j'avais fait de chantier en TVA 5,5, et en vertu de ça, avec mon chiffre d'affaires, j'ai pu faire la comparaison entre les deux. Voilà, ça c'est la première chose que j'ai faite. Après, c'est une question que je nous pose à tous. On a fait des plans, on a fait des analyses, on a des outils de mesure, on a de la planification, un plan d'action. Pourquoi il y a de moins en moins de travaux de rénovation énergétique? Pourquoi il y a de moins en moins de RGE? Alors, moi, j'ai quelques réponses puisqu'à la CAPEB, on a des propositions. Mais franchement, avec tout ce qui est fait, comment on fait pour ne pas faire avancer la machine plus vite que ça? 2-3 éléments de réponse. Je crois que la question est pour moi. J'y répondrai avec la responsabilité qui est la mienne. Évidemment, je ne peux pas aller au-delà de cette responsabilité, mais je pense que pour cette année en particulier, il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer les dynamiques actuelles. Le premier point, c'est le coût de l'énergie. Il est clair que le coût de l'énergie a été un signal extrêmement fort qui a conduit à des dynamiques en 2021-2022 qui a permis aux ménages de prendre des décisions qui peut-être n'avaient pas pu être prises auparavant. Le coût de l'énergie ayant baissé en particulier côté du gaz, probablement ces questions ont été moins fortes. Ensuite, il y a un deuxième phénomène qui est très clair. À la fin du fin, c'est le ménage qui décide. Donc, il faut qu'on donne envie collectivement aux ménages de prendre une décision de rénovation énergétique. Je pense qu'il y a des signaux extrêmement forts qui ont été envoyés. Comme je l'évoquais, le coût de l'énergie vient envoyer un contre-signal qui peut expliquer une partie importante de cette baisse. Et pour ce qui est de 2024, il y a eu effectivement une réforme qui est une réforme structurelle qui inévitablement, par un effet effectivement de changement, engendre un départ en début d'année qui est sur des taux relativement bas, des taux de demande relativement bas. Pour autant, nous, ce qu'on a constaté cette année, c'est une augmentation constante, continue
des demandes en rénovation d'ampleur. On atteint aujourd'hui des demandes et des flux de demandes que nous n'avions jamais eu jusqu'à présent, durant les années précédentes. Et effectivement, on a depuis le 15 mai une reprise d'une dynamique qui est meilleure que celle qu'on a eue au premier semestre 2024. Pour autant, elle n'a pas rejoint la dynamique de l'année 2023. Et là, effectivement, je renvoie à la question du coût de l'énergie. Voilà en quelques éléments d'analyse que je peux vous donner, mais on peut en reparler bien entendu. Merci. Hélène Garner, très court. C'est bien ce qu'on a fait. Hein. On a pris les chiffres d'affaires, on a regardé, mais c'est donc une méthode un peu indirecte et on ne peut pas avoir des informations aussi précises sur tout chiffre d'affaires, mais c'est comme ça. Bon. Et oui, peut-être ce que ça souligne, c'est effectivement ce qu'on avait mis en évidence l'an dernier, c'est que c'est d'abord la solvabilisation de la demande des ménages qui va déterminer en grande partie le marché et ouais. Ce n'est pas que la solvabilisation, c'est également l'envie, quelque chose de moins tangible, je le reconnais. Ouais. Et on aura l'occasion de se pencher sur le bâtiment tout à l'heure dans le cadre de l'une des 3 tables rondes cet après-midi. Pierre Leblanc, mais vraiment très court, 30 secondes. Je voulais juste rebondir sur la question tout à l'heure sur l'Europe. Donc moi, je ne sais pas exactement ce qui est fait dans ce style de travaux, mais par contre, nos travaux, ils s'inscrivent bien dans une perspective européenne, notamment l'exploitation de tout ce qui est offre d'emploi en ligne. C'est un gros potentiel au niveau, et les organismes statistiques européens l'ont bien compris. Donc, par exemple, tous les travaux qu'on fait sur les méthodologies de déduplication des offres, etc., ils s'inscrivent généralement dans un cadre européen avec des subventions européennes. Donc là, on n'est pas du tout en silo, on travaille bien avec les autres pays là-dessus. Merci beaucoup à tous les 3. Merci pour vos questions également.